Quelqu'un ou quelque chose a dû anesthésier en moi une faculté particulière, une sorte de nuancier de la mémoire. Cette anesthésie est la raison pourquoi je n'arrive pas à vous dire autre chose que le feu crépitait dans mon dos, nous mangions des spaghettis, l'eau du robinet était blanche. Je m'étonne de voir aussi nettement cette couleur qui coule et se répand, et qui est en tout point semblable à la luminosité dans laquelle baignaient mes voisins. Il y a dans cette blancheur je ne sais quelle neutralité universelle. Mais comment puis-je la qualifier de cette façon alors que je pense aussi à du sperme? Je me souviens aussi tout à coup, et pardonnez-moi si je titube d'une pensée à une autre, que Paul Klee parle d'une détermination spermatique de la forme, et parle également à propos de la force créatrice, d'une forme de matière qui n'est pas perceptible au même sens que les autres espèces connues de matière. M'accuserez-vous de divagation si, m'appuyant là-dessus, je vous souffle que ce soir-là, dans le calme de la maison, où circulait tant de matière imperceptible, quelqu'un a pu profiter de la confiance ambiante pour passer à l'attaque, avec toute la discrétion que permettent les connaissances actuelles. Je n'en ai pour indice que le pouvoir aliénant de la lumière blanche. Et voyez à quoi tiennent les choses. Je n'y ai pensé qu'en revoyant mentalement couler l'eau minérale sur l'évier. Il vous faudra inventer un détecteur d'influence. Mais n'est-ce pas vous qui m'en suggérez la nécessité à travers votre écoute et l'attraction qu'elle exerce sur moi? Souvenez-vous de la passion dans laquelle nous jeta ce livre sur la réalité, où nous apprîmes d'un physicien très sérieux que la formation, aujourd'hui, de telle ou telle pensée dans notre corps pouvait fort bien faire écho à l'activité d'un cerveau futur. Pour nous, tout devint alors sans bornes, et le temps, lui aussi, perdit le dos que lui fait le passé. Je ne sais plus où porter ma vigilance, ni à quel temps conjuguer le verbe qui s'agite sur ma langue. Supposez que notre ennemi ne soit pas encore né, mais néanmoins actif. Il a sur nous l'avantage que lui donne la connaissance de notre syntaxe, et l'impossibilité où nous sommes d'en modifier les circuits, si nous voulons continuer à nous entendre. Le 20 juillet 1931, Antonio Gramsci écrit à sa très chère Tatiana: « Je tourne dans ma cellule comme une mouche qui ne sait pas où aller mourir. » Il précise que cette expression est d'origine sarde. Je fais, n'est-ce pas, la même chose? Se pourrait-il que vous m'y poussiez, que ce soit vous qui rendiez folle la mouche? Je n'osais pas vous le dire, mais sachez pour finir que je ne suis pas dupe. Je détruisais votre emprise en vous dissimulant que je la mesurais. Vous ne saurez jamais ce que j'ai croisé dans la maison de paix, ni ce qu'il y avait dans l'air de la maison voisine. Vous rêvez d'une séduction souveraine qui mettrait chacun sous votre pouvoir. Regardez comme je vous observe à travers mon trou. Il faut déplacer le point de vue à défaut de pouvoir déplacer la syntaxe. Quel coup prévoyez-vous à présent que j'ai balayé l'échiquier mental? Moquez-vous. Je me défends comme je peux, seul contre tous. Mon cerveau est une fourmilière en déroute. J'assiste à la débandade en suivant des yeux le un à un alors qu'il me faudrait visionner l'ensemble pour voir enfin l'image radiographique tant recherchée. Vous savez trop bien quelle otoscopie j'ai poursuivie. Je voulais que vous lui serviez de plaque réfléchissante, que ma parole soit la décharge lumineuse. Allons-nous continuer à mourir chacun pour soi dans notre coin? Et à quoi sert alors de se comprendre si c'est pour constater au bout une séparation de plus? Il est écrit dans les collines: tout ce qui est esprit deviendra oiseau. Ne m'en veuillez pas de l'effort que je fais vers vous, ni d'avoir douté de vous. La langue me manquera bientôt, et cependant je la trouve trop inusable. Les amantres deviennent intouchées, intouchables dès qu'elles quittent vos bras. J'essaie maintenant de vous étreindre en l'air et par l'air. Mais que faites-vous de mon souffle? Pardonnez-moi de déplacer ainsi ma douleur, et dites-moi franchement ce que vous en pensez, ce que vous en savez. Rappelez-vous ce qui arrive quand on regarde la surface du miroir au lieu d'y regarder le reflet.
Pourquoi ne regarderiez-vous pas la peau de mes yeux au lieu d'en observer le message? Question de méthode, disait Gramsci, en recommandant une étude philologique minutieuse afin d'identifier les éléments stables et permanents. Je ne vous crois pas complice de l'agression, mais je devais en émettre l'hypothèse dans le souci philologique de distinguer tous les éléments de mon mal. J'aurais pu ce soir-là penser à vous, et non pas à Gramsci. Qu'aurais-je éprouvé si votre nom m'avait manqué? J'imagine que P vous aurait retrouvé aussitôt, mais cela m'aurait-il comblé? J'ai lieu de supposer tout le contraire et je me vois furieux, discrètement, d'en avoir tiré la confirmation qu'à trop fréquenter votre troupe et y gagner de l'aise avec les autres. Laissons cela. Il y a beaucoup moins de sensualité dans l'air de la maison que dans celui des dessins, et je ne crois pas que vous aimiez à vous rouler dans le fusain. N'allez pas croire que l'attaque contre ma langue a pu être facilitée par la distraction, qu'un moment de jalousie aurait suscité en moi. Je vous suis très librement attaché, tout le démontre, et d'ailleurs il ne s'agissait pas de vous. J'aurais dû vous faire parler davantage. Pourquoi P ne vous aurait-il pas appelé depuis? Et justement pour vous raconter ce que je ne réussis pas à vous dire. Tout le monde possède la clé de son mal, sauf moi. Je ne veux pas être l'un de ces moribonds que l'on bassine d'avenir. J'ai le droit de tout savoir de mon état, tout comme vous avez le devoir de m'en instruire. Que me cache-t-on? Je ne sais pas quel spécialiste consulter. Existe-t-il des spécialistes en mort prochaine? Quelques philosophes, bien sûr. Mais cela vous enveloppe la chose dans un système où Ariane elle-même ne saurait plus dans quel sens va son fil. Il y a si longtemps qu'aucun philosophe n'a pris son verre de ciguë. Tant de siècles que tous vivent d'après l'expérience d'un seul. Avant de juger, il faut connaître, écrit Gramsci, cahier 17. Et pour connaître, il faut savoir tout ce qu'il est possible de savoir. Je partage ce principe, c'est pourquoi je suis incapable de juger un mal qui ne me laisse pas le temps de tout savoir de lui. Qu'attendez-vous pour intervenir? Vous pourriez au moins me prendre dans vos bras. Je ne vous demande pas de l'amour, je ne suis plus à même d'apprécier nos jeux anciens. Une noirceur m'a pris, une sorte de lumière noire. J'avance parfois ma main dans cette direction. Je me dis qu'arrivent par là les vitamines du mal. Cette absurdité ou une autre, qu'importe. À défaut de juger, il faut bien sentir et interpréter vaille que vaille la sensation. Je suis un peu trop émotif. Cela faisait dire à ma mère, le pauvre enfant, comment supportera-t-il la vie? Ma mère manquait de cœur, elle posait la question devant moi. Sans doute dois-je à cette situation répéter ma petite déréliction particulière. J'ai sous la peau l'équivalent d'un rire jaune qui tout à coup me prend dans le bonheur. Ce mal a peut-être appelé l'autre, et il fallait bien que ce dernier finisse par convoquer la fin. Accordez-moi que j'aurais tout envisagé, y compris cette auto-trahison permanente. A-t-on jamais analysé la peur de soi? Non pas comme un Jekyll peut craindre son Mr. Hyde, mais comme... Attendez, les mots me manquent. Comme une pulsion de vie découvre en pivotant sur elle-même qu'un élan de mort la pousse en avant. Pensez-vous que cette vision est le fait d'une imagination abstraite? J'y vois plutôt un mouvement sauvage, un comportement digne des temps originels quand l'âme avait encore des dents pour mordre le destin à la gorge. La compréhension, le savoir, sont des morsures dégradées. Ne me dites pas que penser est un acte. Incitez-moi plutôt à replanter les dents que la pensée a limées. Je vous remercierai en mordant votre nuque. Puis, nous marcherons sous les arbres, dont les oiseaux font parfois des bouquets de cris. Puis, nous serons arrivés devant la porte de pierre, et je vous lirai les quelques mots inexplicables que P y a gravés, pour me serrer le cœur.
La boue a envahi la cour où s'assemblaient les joueurs de marelle. L'herbe folle efface les fins lacets du labyrinthe abandonné.